Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer une analyse qui vient un peu secouer nos certitudes. On s'appuie sur l'article Renversant paysage politique de Stéphane Gillère et on va explorer une idée assez audacieuse. Et si la façon dont on se représente la politique était complètement à l'envers? On connaît tous par cœur ces étiquettes. Gauche, droite. C'est un peu la base de notre boussole politique. Mais l'analyse de Geyers nous pousse à nous demander si ces étiquettes, finalement, ne nous cachaient pas l'essentiel. Allez, on regarde ça plus près. Bon, pour commencer, revenons à ce qu'on connaît bien. La plupart du temps, pour y voir clair en politique, on utilise des graphiques, des cartes avec différents axes pour essayer de placer les idées et les partis. Alors, ces cartes, comme celles que l'auteur analyse, fonctionnent souvent sur deux axes. On a l'axe horizontal, le grand classique, progrès social contre réaction, la fameuse division gauche-droite, et puis l'axe vertical, qui lui oppose l'étatisme, c'est-à-dire un pouvoir concentré sur la nation, et l'internationalisme, une vision plus globale. L'objectif de ces schémas, il est assez simple. C'est de mettre de l'ordre dans le bazar des idées politiques, de dessiner une carte du territoire pour qu'on puisse s'y retrouver. Mais que se passe-t-il si cette carte, ce modèle que tout le monde utilise, est en fait biaisé à la base? C'est là que l'analyse devient vraiment intéressante. L'auteur ne se contente pas de proposer une nouvelle carte. Non, il démonte la logique même du modèle traditionnel. Prenons cet axe vertical, étatisme contre mondialisme. Pour l'auteur, c'est un faux choix. C'est même un piège pour la pensée. Et voilà le cœur de la critique. Qu'on soit pour l'État-nation ou pour un État mondial, on reste coincé dans le même cadre, celui où c'est l'État qui est souverain et où l'individu est un citoyen, un sujet. En gros, le débat porte seulement sur l'échelle de l'autorité, mais jamais sur le principe même de cette autorité. On nous propose de choisir la taille de notre cage, mais jamais d'en sortir. Cette citation de l'article, elle est assez percutante. Pour l'auteur, ce n'est pas juste un détail. Ça révèle une vision en fait très limitée de ce que la politique pourrait être, un véritable angle mort. Donc, si le modèle est défaillant, c'est parce qu'il oublierait un concept absolument fondamental, un concept qui, d'après l'auteur, devrait être au centre de tout. La liberté. C'est, selon l'auteur, la grande absente de toutes ces cartes politiques. Elle n'est ni sur un axe, ni au centre, elle est juste ignorée, comme si ce n'était pas une variable essentielle de l'équation politique. Avec cette question, l'auteur nous interpelle assez directement. Comment est-ce possible de dessiner la carte des idées politiques sans faire de la liberté un point cardinal ? C'est une critique assez radicale de la manière dont on analyse la politique en général. Et le point crucial, il est là. D'après cette analyse, la liberté de choisir son maître, qu'il soit national ou mondial, ce n'est pas la même chose que la liberté tout court. La vraie liberté, dans cette optique, ce serait la souveraineté individuelle. Face à cette critique, l'auteur ne s'arrête pas là, bien sûr. Il propose une alternative, une simplification radicale de tout le paysage politique. La logique est assez implacable. On met de côté les vieilles cartes et on se concentre sur la seule question qui compterait vraiment. Une question qui viendrait avant toutes les autres. Et la voilà, cette alternative. Oubliez les axes multiples. En réalité, il n'y aurait qu'une seule opposition fondamentale. D'un côté, la souveraineté de l'État, de l'autre, la souveraineté de l'individu. Tout le reste ne serait que des déclinaisons de ce premier choix. Donc avant même de se demander si on est de gauche ou de droite, progressiste ou conservateur, la question fondamentale serait qui est souverain, l'État ou l'individu ? À partir de là, toutes les autres distinctions politiques deviendraient secondaires. Toute cette remise en question nous amène à une conclusion... assez provocatrice, que l'auteur formule comme un aphorisme. Bon, c'est une affirmation forte, c'est clair. L'auteur s'en sert pour illustrer la tension qu'il a décrite, mais avant de réagir, c'est super important de comprendre ce qu'il veut dire, lui, par libéral radical. Et cette précision, elle est cruciale. L'auteur ne parle pas du libéralisme au sens classique qu'on utilise en Europe, non. Il fait référence à une philosophie politique bien précise qui place la souveraineté de l'individu au-dessus de tout, y compris de l'État. Pour justifier sa phrase choc, l'auteur propose 3 catégories. L'ignorant, c'est celui qui n'a pas encore saisi l'enjeu, mais qui peut apprendre. Le stupide, celui qui en est incapable. Et l'hypocrite, là, l'auteur laisse la définition ouverte, suggérant que c'est une opposition en connaissance de cause à la liberté individuelle. Cette analyse nous laisse donc avec une question assez vertigineuse si on accède cette nouvelle carte, ne serait-ce que le temps d'une réflexion, où l'enjeu principal oppose la souveraineté de l'État à celle de l'individu, alors une interrogation s'impose. De quel côté de cet axe se situent les convictions politiques qu'on voit autour de nous ? C'est une réflexion qui, c'est sûr, change radicalement la perspective. Merci d'avoir suivi.